Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. 1,000 years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and high. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and high. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get down on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and high. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. 1,000 years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the dynasty.
everywhere. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Where you go, can you tell? I'd like to see the ending that I see. Call it climate change, I call it climate security. Gas hotel to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Et salut, c'est la revue de presse du monde moderne, c'est lundi matin, et oui, nous sommes le lundi 7 février 2022. Le croyez-vous ça? C'est assez incroyable. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Moscou pour parler avec Vladimir Poutine du gaz en Ukraine. Pendant que Olaf Scholz, le chancelier allemand, lui, est à Washington pour parler aussi de gaz avec Joe Biden. C'est fantastique. Ce qui se passe au Canada est incroyable. 10 jours de blocage par les routiers de l'espoir à Ottawa. Le maire dit il faudrait faire appel peut-être à l'état d'urgence. Ils ne savent plus s'ils vont faire débouler l'armée ou quoi. Alors ils ont maintenant criminalisé les gens qui apportaient à manger aux gens du convoi en disant que c'était un acte de sédition. Ça vous rappelle un peu peut-être les mots de Christophe Castaner lors des Gilets jaunes. C'est à peu près la même chose, sauf que là-bas les Gilets jaunes, ils ont des gros camions et ça fait du bruit les camions. Attention, ça fait du bruit, attention. Ah, je sais, vous aimez pas ça pour vos oreilles, mais ça réveille. C'est la revue de presse du monde moderne. Merci à tous d'être aussi nombreux, à toutes aussi, de partager bien sûr le lien de cette revue de presse extraordinaire partout sur vos réseaux, partout sur les plateformes américaines qui nous permettent d'être dépendants des gros tuyaux de l'internet mondial. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fête aujourd'hui. Je sais pas, c'est la fête de qui aujourd'hui? J'ai même pas vérifié. Oh. Je sais pas. Alors, Macron et Poutine, il l'a toujours bien traité. Il l'a invité à Versailles. Ça se passe plutôt bien, leur relation. Vladimir offre des fleurs à Jean-Brigitte. Enfin, tout ça se passe très bien. Mais là, bon, comme l'idée, c'est de désescalader la guerre en Ukraine, puisqu'il y a des troupes russes massées à la frontière biélorusse, des troupes américaines massées en Pologne, en Roumanie, en Allemagne et partout ailleurs. Et c'est surtout Joe Biden qui veut vendre du gaz liquéfié aux Européens et pousser les intérêts qataris contre les intérêts russes de vente de gaz en Europe. C'est pas plus que ça. Alors les Ukrainiens disent non mais on veut pas la guerre, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, on est slave, on veut pas la guerre. Mais bon, c'est plus compliqué. En tout cas, bienvenue, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Comme je le disais, on est le 7 février. Dans une semaine, on va fêter les 1 an de cette revue de presse. Ça fait 1 an qu'on vous emmène chaque matin dans notre petite voiturette, notre petit caddie de golf de l'info, au milieu de ce grand n'importe quoi qui est la presse des milliardaires. Alors vous avez les télés des milliardaires aussi, vous avez la presse des milliardaires. Ce week-end, Gérard Darmon s'est fait... bon... Tu m'as beaucoup déçu, Gérard. Beaucoup. Non mais, alors Edoui Plenel a ses défauts et ses qualités, évidemment, mais c'est un journaliste qui fait très bien son boulot. Ça, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Et que Darmon soit là à dire « Monsieur Plenel tremble quand il parle », puis bon, c'est pas du journalisme, ça, de passer des coups de fil, de sortir des affaires. Enfin bon, oui, mais bon, bof. Donc je sais pas qui est l'ami, c'est peut-être Balkany qui a souffert d'une charge de Mediapart, mais en tout cas, ça sentait le seum personnel, c'était assez moche. On n'a pas trop aimé. C'était Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Gérard, qu'est-ce qui s'est passé?
En tout cas, bon, c'est pas grave. Mediapart, oui, c'est un bon journal. Alors après, ce qu'ils ont fait à Mukieli, par exemple, sur le blog, c'était très moyen parce que Laurent Mukieli a écrit ses doutes, et c'est un chercheur du CNRS tout à fait respectable, sur cette gestion de la pandémie Covid. Et là, Mediapart, tu sens qu'ils ont peur. Hein. Ils veulent pas y toucher trop à ce thème Covid. Alors, il y a un article qui sort là sur les règles perturbées, les cycles menstruels perturbés des femmes, quand même. Donc, ils arrivent un peu à en parler, mais tu sens qu'ils... à la rédac, c'est pas leur truc, hein, le Covid. Bienvenue. Alors, comme on est lundi, j'ai épluché pour vous le journal du dimanche, bientôt propriété de Bolloré. Pour le moment, le journal du dimanche, c'est encore le groupe Lagardère, hein, et aussi le Qatar Investment Foundation. C'est une association entre gens bien. Et de quoi parlait le JDD ce week-end ? Eh bien, comment va la France ? Avec, regardez, notre grand présirois, c'est lui la France. Il l'incarne tellement bien qu'on peut se demander si ça va bien. Alors, bon, le JDD dit, comme c'est un journal macroniste un peu, même si Bolloré veut mettre la main dessus, il n'est pas non plus anti-macroniste, hein, il aime bien, c'est un riche. Donc comme Macron est le président des riches, ça se passe plutôt bien. Donc il disait, ça va, mais le déficit public se creuse quand même. Hein, donc ça, c'est un peu, attention Manu. Et la dette publique augmente. Là, c'est un bilan quand même pourri, Manu. Hein. Bonjour Maggie. Ça veut dire que tu t'as fait un peu n'importe quoi. Hein. C'est pas très propre. Hein. Ça veut dire qu'on est endetté sur des générations, qu'on va encore devoir faire du trafic d'organes pour rembourser, avec la grande société, la haute autorité du don d'organes français, enfin de la vente d'organes français, pour rembourser la dette. Non, mais c'est quand même un bilan assez foireux, je trouve. Mais vous allez voir, le rebond est là, hein, donc ils sont contents. Et puis dans le JDD, vous avez toute la doxa qui se déverse avec, vous la reconnaissez, c'est la patronne de l'IFRAP. L'IFRAP, c'est celle qui dit « Fonctionnaire, travaille plus fort. Toi, vieux retraité, paye davantage. Toi, le travailleur, retourne à la mine tout de suite. » C'est Agnès Verdier-Molinier, et non pas Agnès Pannier-Runacher, qui est elle plus magique. Elle, c'est la gentille fée. Elle, c'est plus la méchante fée de Blanche-Neige. C'est Agnès Verdier-Molinier, celle qui sourit à l'envers. Je sais pas comment elle fait, c'est assez particulier. Et alors elle dit, voilà, la France est le pays qui dépense le plus, taxe le plus et travaille le moins. Fils de pute, pays de gueux, mais saloperie la France. Je te jure, c'est dingue, France de merde, pays de feignasses. Tu vois, voilà, elle le dit pas comme ça, mais tu sens bien que ça la démange un peu. Et donc, comme d'habitude, hein, donc grand article sur l'IFRAP qui sort le fait que la France s'endette jusqu'au cou, que ça va pas bien se passer, et qu'en plus on travaille pas assez. On ne travaille pas assez. Après, on finit en EHPAD, on est tout en forme. Alors qu'on pourrait, comme Timmy, à la mine, bosser, quoi. Voilà. Et c'est quand même la moindre des choses. Or là, voilà. Donc, très belle analyse qui a bien plu à Timmy. Qui... Ah. Bonjour les amis. Bonjour père, bonjour Timmy. Alors, 2-3 choses à vous dire avant de descendre. Premièrement, je voulais rendre hommage au petit Ryan qui est tombé dans un puits. Il n'avait visiblement pas les codes pour pouvoir survivre si bas. Bon, ça arrive. 5 ans pourtant, je vous assure qu'il y a certains puits où... c'est sur nous aussi, on perd des enfants quotidiennement à la mine, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le rebond, c'est pour l'économie, pas simplement parce que on a fait une erreur de calcul. Bon, alors, la deuxième chose... cette dame, Agnès Verdier-Molinier, voilà, oui, elle est formidable. Moi, j'ai un poster d'elle dans ma chambre. Enfin, dans le petit réduit à côté du boyau numéro 12. Eh bien, je dois dire qu'elle a tout à fait raison. Si on s'endette, si c'est pas pour foutre plus de gosses à la mine, si c'est pas pour cracher plus de minerais quotidiennement, on n'y arrivera pas, hein. Alors voilà, je voulais vous dire, bosser, c'est lundi, c'est la magie, tous à vos pioches, et vive la révolution. Voilà, merci Timmy. Ah, quel bon gamin. En tout cas, c'est incroyable, hein. Toujours la même. Et puis vous avez dans le JDD aussi un autre ponte de la pensée magique, c'est Nicolas Bouzou. L'économie française vit un vrai rebond.
Alors voilà, ce terme de rebond, vous savez, me sort par les naseaux. Il y a Bruno le rebond, hein. Bruno le rebond, le maire. Il est où le rebond? Il est où le rebond? Bruno, il est où le rebond? J'ai eu le rebond, c'est un super rebond. Allez la baballe. Allez, va chercher la baballe. La baballe du rebond. Le rebond. Ça rebondit pas une économie. C'est pas une baballe. Ah, les truffes. Mais bon, ils sont quand même contents. Donc c'est particulier. Et puis, j'en profite, vu qu'on est quand même là dans le culte des champions, pour faire la rubrique le susboule. Et le susboule du mois de février a été vraiment... Alors lui, il a pété tous les plafonds de verre. Je pense qu'il est le susboule même de l'année. C'est Gérald Darmanin. Je vous laisse l'écouter. Il a la médaille d'or. Toute catégorie, JO de Pékin et tout. Attention, c'est parti. Il n'y a pas un Français, je pense, qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République, alors qu'il y a eu 2,33 tonnes Quand même. pendant la crise, si, je pense pendant la crise. Il a eu 2,33 tonnes. Il a eu 2,33 tonnes, le président de la République, dans son mandat. Celui des Gilets jaunes, qui a quand même un petit peu inquiété, me semble-t-il, une partie de l'opinion, et celui du Covid. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Il me semble que le président est celui qui a permis à la France de traverser ces crises. Sur le pouvoir. Merci pour ce susboule d'or, Gérald. 2,33 tonnes. Emmanuel, il s'est pris 2,33 tonnes. C'est quand même le meilleur président que la France ait jamais connu. Quand on s'abaisse à ce niveau-là de susboulerie, je dois dire qu'on mérite son poste de ministre de l'Intérieur. C'est quand même quelque chose de génial. Il est incroyable. Alors en vrai, c'est pas du tout vrai. C'est pas tous les Français. Il n'y a pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'est pas le meilleur président que la France ait jamais connu. Faux! Déjà, il y a un Français sur deux, plus d'un Français sur deux qui pense que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a été une très mauvaise chose pour la France. Voilà. Enfin, n'était pas une bonne chose. Voilà. Donc déjà, Gérald, stop. Il faut arrêter ce niveau de... Mais monseigneur, qu'est-ce que vous êtes un bien? Qui c'est qui a écrit le texte? C'est génial. Donc voilà. Non, Emmanuel Macron n'est pas le président favori des Français. D'ailleurs, je le cache, je suis désolé, il faut que je change ce gif, je sais que vous ne pouvez plus le voir. Et pourquoi des 33 tonnes? Parce que je pense qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il a peur qu'il y ait un petit convoi de la liberté en France. Donc il s'est renseigné sur le tonnage des camions. En disant, si jamais ils nous mettent des camions, si c'est des vannes utilitaires, bon, éventuellement, est-ce qu'un canon à eau peut les pousser? Si c'est des gros 33 tonnes, alors c'est pas comme au Canada parce qu'ils ont des grosses cabines, mais est-ce que si c'est des Scania, des gros trucs... Volvo Truck et tout, comment on fait? Et donc je pense qu'il y a une petite goutte de sueur parce que aux Pays-Bas ça commence un peu, les convois et tout, et puis en France on se dit tiens, qu'ils viennent me chercher. L'essence était quasiment à 2 euros. Les gilets jaunes ils étaient sur les ronds-points, c'était loin des 2 euros l'essence. Le pouvoir d'achat ça n'existe plus. L'idée de travailler jusqu'à la mort pour finir dans un EHPAD où tu vas être torturé, c'est moyen. Donc forcément les mecs se disent peut-être que ça va péter, et si jamais il y a des camions, comment on fait? Donc je pense que Gérald, c'est l'autre, Gérard, c'est Darmon, s'est renseigné sur le tonnage des camions pour être un peu au fait lors du prochain convoi, peut-être, ou des tracteurs. Comment va la France? Super. Il y en a une aussi, alors comme Emmanuel Macron là, va se rendre à Moscou, il y en a une qui revient d'Ukraine. Qui est allé avec un journaliste et tout pour voir comment ça se passait. On s'est un peu frité sur Twitter hier. C'est Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau qui est... Alors elle a le boulet d'or du coup, puisqu'elle a insulté les Suisses pensant bien faire. Et du coup elle se rattrape à la RTS. Regardez, c'est une interview qui vaut son pesant de cacahuètes. Si des Suisses en ont été heurtés, j'en suis évidemment désolée. Parce que ça n'était ni l'intention ni le propos de cette interview. Cette interview a été réalisée à mon retour d'Ukraine avec un journaliste qui lui-même revenait d'Ukraine. Et je peux dire que l'un comme l'autre, nous avions une inquiétude et une envie de dire à l'Europe... Alors, je mets en pause, mais vous avez vu, elle a derrière sur sa bibliothèque, je pense qu'elle a des bouquins pour les nuls. Alors je pense que c'est la diplomatie pour les nuls. Et la géographie pour les nuls, parce que vous allez voir à la fin, c'est assez génial. Mais elle est assez fière, tu vois. Alors Marine Le Pen avait des bouquins de Goebbels et d'Hitler, et Nathalie Loiseau, elle a les machins, la politique pour les nuls, l'Europe pour les nuls, la diplomatie pour les nuls. C'est quand même assez génial. Attendez, c'est pas fini, vous allez voir, ça finit en apothéose, son interview. Regardez ce qui se passe et agissez.
C'est ça que dit l'interview qui parle d'Ukraine. Il y a une phrase qui est malheureuse, que je regrette parce qu'elle a heurté des sensibilités, mais c'est à l'Europe que je m'en prends, sûrement pas à la Suisse. Quand il s'agit des relations entre l'Union européenne et la Suisse, il y a des discussions, c'est la Commission qui en a la charge, et il y a besoin, ça fait des années qu'on le dit, d'un cadre de gouvernance de notre relation, parce que cette kyrielle d'accord, c'est quand même très compliqué. Sur les relations franco-suisses, elles sont bonnes, nous sommes plus que des voisins. J'ai une partie de ma famille qui vit à Annemasse. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et d'ailleurs, ma famille vit à Annemasse. Et Annemasse, c'est pas en Suisse, Nathalie. C'est à la frontière. C'est vers Annecy. Alors, ah oui, mais on voit le lac, pas loin. Putain, c'est génial. Elle est géniale. Donc, je lui fais un petit bisou. Si elle regarde la revue de presse, je sais qu'elle suit mon compte Twitter avec intérêt. Moi aussi, hein. Il faut savoir que Nathalie Loiseau a dit de la Suisse que l'Europe ne devait pas devenir une grosse Suisse molle. Voilà. Et donc, du coup, l'ambassadeur suisse s'est dit, vous savez, on est un pays qui œuvre diplomatiquement avec l'Union européenne pour résoudre les conflits, machin, etc. Bon, la Suisse n'est pas absente de critique, hein. On peut critiquer la Suisse, mais elle, en tant que députée européen, chargée des affaires étrangères, tout ça, ça la foutait un peu mal. Elle a été diplomate, Nathalie Loiseau, vous le savez peut-être pas, mais elle a eu une carrière exceptionnelle au Quai d'Orsay, avec d'ailleurs une affaire de RH qui traîne dans les cartons, mais surtout, elle était porte-parole de l'ambassade de France à Washington pendant la première guerre en Irak. Puis ensuite, elle a fini directrice de l'ENA. Ceci expliquant cela. Eh oui, je pense qu'il faut arrêter de confier le pouvoir aux énarques, je pense. Hein. Je pense pas que c'est une formation hors pair. Enfin, Et puis elle a été ensuite secrétaire d'État aux Affaires européennes avant Clément Beaune. Ah, voilà. Donc Nathalie, si tu nous regardes, salut. Bon lundi, bonne semaine. Hein. Et si tu peux ne pas insulter le Sénégal qui vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ce serait sympa. Hein. Voilà, juste comme ça, petit conseil. Donc super CV. Donc les mecs, c'est des flèches, ça vous le saviez, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà. Ah non, on l'a déjà fait là. Ah non. Oh là là, oui, l'économie, le rebond. Ah oui, je me battrai jusqu'au bout, Christiane Taubira. Alors quel bout ? Ça fait beaucoup de tunnels qui sont creusés. Ils vont sans doute rejoindre Timmy dans la mine entre le bout d'Anne Hidalgo qui se battra aussi jusqu'au bout, le bout de Christiane Taubira qui se battra jusqu'au bout. Bon, la remontada a arrêté, le tunnel creusé par Arnaud Montebourg a pris fin. Certains de ses soutiens sont retournés. Je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, les soutiens de Montebourg. Je crois qu'il y en a qui sont derrière Roussel. Roussel, c'est le candidat de gauche préféré de la droite. Il a fait un meeting à Marseille, c'était génial. On en parle tout à l'heure, pardon. Vous allez voir jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de... Les emmerder jusqu'au bout. Le bout est finalement devenu un peu un mot-clé en politique, hein, le bout. Le bout. Ouais, on a atteint peut-être le bout du système aussi. Voilà. Et puis, ces intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle qui m'inquiètent sur l'état du pays. Voilà où nous en sommes. Nathalie Arthaud, rien. Philippe Poutou, 0,5 alors qu'il était à 1% il y a quelques temps. Fabien Roussel, donc qui monte, qui talonne les 4%. Jean-Luc Mélenchon qui est 9,5, 10%. Anne Hidalgo, 3. Christiane Taubira, bon, il y a eu la dynamique primaire, hein, donc elle est à 4. Mais c'est pas une dynamique en fait. C'est une candidate de plus qui ira jusqu'au bout. En disant, alors dans l'interview de Christiane Taubira, elle dit « Quand même, vous avez été nul à la Fondation Abbé Pierre ». Et elle répond « Je suis pour la mandature suprême, je ne suis pas là pour faire question pour un champion ». Ouais. Et puis 25% de Macron, rassurez-vous, hein, c'est parce que c'est un sondage du JDD. Donc dans le JDD, Macron, s'il est à moins de 25%, les mecs, il y a alerte, alerte, alerte. C'est comme un sous-marin qui se met en mode alerte, tu sais. Donc toute la rédaction ne peut plus travailler, tu as des lumières rouges et tout. Donc ils font en sorte que pour pas avoir l'emmerdement à la rédaction, ils le mettent à 25. Et puis Pécresse est à 16, voilà. Et Marine Le Pen 17 et Zemmour 14. Alors qu'il y a un autre sondage qui donne Le Pen et Zemmour à peu près collés serrés. Même si ils se font pas de mamour en ce moment, hein, mais bon, c'est assez génial. Cette course à l'échalote de l'élection présidentielle, c'est devenu un truc, mais alors c'est d'une grotesquerie assumée, hein, c'est plutôt pas mal, mais je trouve que c'est quand même sacré sondage les copains. C'est la revue de presse du Monde Moderne, je vois qu'il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux abonnés également. Merci beaucoup. L'objectif c'est 400 abonnés, on est à
389 abonnés. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à partager dès maintenant le lien de cette revue de presse sur vos comptes Twitch, mais aussi sur tous vos réseaux sociaux des GAFAM, comme je le disais, partout, pour qu'on ait toujours plus d'audience. C'est important, l'audience, surtout en année présidentielle, croyez-moi. Et puis, beaucoup de messages d'amour, de soutien, de gens qui disent merci la revue de presse, on se sent moins seul. Et c'est vrai, c'est quand même assez important. Et puis, j'entends aussi certaines critiques importantes. J'en lirai une tout à l'heure, notamment sur le traitement des EHPAD, parce qu'on va encore parler des EHPAD, vous allez voir. Donc, je compte sur vous. Et oui, et puis merci à Kika qui fait la modération. Ici, on n'insulte pas, bien sûr, dans le stream. On est bienveillant, putain de bordel de merde. Hein, on est bienveillant comme un 33 tonnes stationné sur un trottoir d'Ottawa devant le Parlement. Justin qui refuse toujours de parler à qui que ce soit. Sacré Justin. Ça, on l'a perdu sur l'autre. Ça. Encore un young leader qu'on a perdu, ça. C'est pas passé, peut-être poussé. C'est pas passé, peut-être aussi poussé. Et puis, les personnalités représentant le mieux la gauche, incarnant bien, c'est Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui incarne le mieux la gauche, avec Fabien Roussel ensuite, puis Christiane Taubira, puis Yannick Jadot, puis Anne Hidalgo, et puis tu sais pas pourquoi ils ont mis Emmanuel Macron, qui est de droite. Les gars, si vous avez une notion de la gauche, vous auriez pu mettre Éric Zemmour aussi, tant qu'à faire. Parce que c'est un sacré gauchiste, celui-là, quand même. Hein, vas-y que je fais des grands meetings dans le Nord et que je te tape dans le dos et tout. Complètement gauchiste, celui-là. Alors, donc, pourquoi il n'incarne pas la gauche ? Enfin. Et puis, que sont devenus les électeurs socialistes ? Alors, c'est compliqué le petit graphe, là, vous voyez, mais je vous résume. En gros, ils sont tous macronistes ou ils sont de droite. C'est devenu des vieux cons de droite. Alors non, il y a des gens de droite qui sont pas cons et qui sont pas vieux. Mais tu te rends compte que les mecs qui ont voté Hollande, ou Jospin même, votent massivement Macron, 36%. Par contre, ils votent très peu Hidalgo et très peu Taubira. Ils vont plutôt chez Jadot, ou chez Pécresse. Voilà. Donc le Parti Socialiste, c'est vraiment le truc, tu vois, c'est liquidation avant fermeture. Mais là, tu te rends compte que le Parti Socialiste, c'est quand même... Waouh, les gars, Jaurès, quoi. Pauvre Jean Jaurès, pauvre Jeannot, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ils l'ont tué encore une fois comme ça, quoi. Donc ils sont à peu près tous macronistes, en vrai, au PS. C'est assez triste, hein. Mais ceci expliquant aussi l'état de la scène politique nationale. Et puis ce chiffre, 22, ça c'est le nombre de morts à trottinette en 2021. Et c'est environ 6000 blessés, des fractures, il y a eu des touristes aussi qui ont été tués par des chauffards de trottinettes. C'est des chiffres difficiles à avoir parce que les autorités ne veulent pas les sortir, tant l'explosion, le boom de la trottinette dans la capitale a fait que c'était une manne financière pour les entreprises de trottinettes, mais c'est un danger public. Alors, il y en a eu seulement 7 de morts en trottinette en 2020 parce qu'on était confinés. Puis alors, dès que ça a rouvert, c'est parti. Un gros conseil, ne conduisez pas de trottinette ivre, ne soyez pas deux dessus, ne textez pas avec votre téléphone portable en étant sur la trottinette. Et puis, le conseil ultime des chirurgiens, c'est mettez un casque. Parce que si vous tombez et que vous n'avez pas de casque, des fois, il y a des bouts de crâne qui rentrent dans le cerveau. Généralement, vous en sortez pas top. Donc, évitez la trottinette, faites attention. Paris, c'est invivable quand t'es piéton maintenant, parce que t'as les cyclistes, qui sont devenus aussi cons que les automobilistes, les mecs en trottinette, bon, eux, ils savent pas où ils habitent, les automobilistes qui sont restés aussi cons, et les piétons, qui t'insultent aussi, parce que tout le monde en a marre de... Et en plus, avant, tu devais mettre un masque et tout, et en plus, tu peux même plus aller au resto, quoi. Enfin, donc Paris, c'est vraiment, ça n'a plus aucun intérêt. Hein. Sauf si vous aimez éventuellement le combat de rue, le MMA, ou simplement la survie en milieu hostile, quoi. Mais c'est... ouais, les poussettes aussi. Alors, c'est un truc, c'est la mère à poussette qui pousse la poussette très rapidement pour être sûr d'être prioritaire. Et moi, je la laisse passer. Hein. Mais des fois, tu vois, il y a un regard de haine. Je dis, mais madame, attention, vous avez un bébé dans cette poussette que vous utilisez à des fins de... Donc, je vous déconseille...
Paris en piéton. Alors bientôt, il y a des taxis volants qui sont prévus pour les JO de 2024, quand tu seras riche. C'est Jay Barry qui va faire des TikTok là-dessus. C'est super. Mais pour le moment, la trottinette, c'est quand même le gros danger. Attention à vous. Surtout si vous n'êtes pas en trottinette, quoi. Et puis, pour finir le JDD sur une note d'humour, Philippe Val, quelque chose en lui d'Émile Zola. Oh, ça manque pas d'humour. Alors, je vous ai évité la tribune de Manuel Valls, qui était aussi dans le JDD, qui disait « La gauche, c'est de la merde ». Voilà. Mais là, quand même, ce petit portrait dans le... Alors, les pages livres du JDD, il faut savoir que c'est Anna Cabana, la copine de Blanquer, enfin la femme, pardon, de Jean-Michel Blanquer, qui a récupéré la rubrique livre du JDD, puisqu'elle a dû être exfiltrée d'antenne. Donc, en lot de consolation, comme elle est femme de ministre et qu'elle est gentille et qu'on l'aime bien, et qu'elle vole pas haut, on lui a mis les pages livres. Donc les pages livres, du coup, elles volent pas haut non plus, ça décolle pas. Donc elle a pris le petit, lui là, Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo, qui sort, voilà, c'est un des plus vaillants intellectuels, son dictionnaire philosophique, voilà, elle dit c'est un manuel de vie. Donc, Philippe Val, moi, il m'insupporte personnellement. C'est un mec que j'ai jamais trouvé drôle. Ceux qui ont vécu l'époque Charlie Hebdo, où il était patron de la rédaction, l'ont assez mal vécu. Il y a une anecdote qui traîne et qui est assez révélateur de l'esprit du bonhomme. C'est qu'un jour, il arrive, il fait « Ouais, les gars, moi, j'adore Opening Nights de Cassavetes. C'est un super film. Donc, du coup, j'ai appelé mon spectacle Ouvert la nuit. » Parce qu'il faisait des spectacles où il y avait personne dans les salles. Et t'as un dessinateur de la rédaction qui le regarde, qui dit « Philippe, excuse, mais Opening Night, ça veut dire c'est la soirée d'ouverture, quoi. C'est la première au théâtre. C'est pas du tout ouvert la nuit. » Il l'a très mal pris. Apparemment, il allait bouder dans son bureau toute la matinée. Son spectacle s'est quand même appelé Ouvert la nuit. Ça a été un four. Et depuis, il est sur les plateaux. Alors là, la dernière connerie qu'il nous a sorti, c'est les routiers. Bah ouais, c'est eux qui trimballaient le sida dans leur camion. Ah ouais. Ah dis donc. Ah ouais, c'était comme ça. Les routiers vont venir te rendre visite, je crois, à ton prochain spectacle de clown, je sais pas où. Mais Philippe Val, fais attention à toi si tu croises le chemin d'un routier. Alors, je sais pas, vous avez sans doute entendu parler de la nouvelle souche aussi ultra virulente du sida aux Pays-Bas. On ressort un article de 2020 de scientifiques paru dans The Lancet qui disait attention, la vaccination ARN pourrait rendre les gens plus poreux au virus du sida. Donc, on se prépare, je pense, à des suites assez marrante pour ça, mais putain de camion. Et c'est pas McKunsey qui a écrit le texte, c'est Anna Cabana, c'est la femme de Blanquer qui a maintenant les pages livres du JDD. Raison de plus pour ne pas s'abonner au JDD, mais s'abonner à la revue de presse du Monde Moderne pour éviter par exemple de perdre son temps en lisant la presse le week-end, Voilà. Et puis, allez, on passe à une autre presse de milliardaires. Celle-là, c'est celle de Bernard Arnault, l'homme le plus riche, le plus riche de France. Le plus gentil aussi. Celui qui crée le plus d'emplois. Celui qui aime le plus aussi Brigitte et Emmanuel. C'est, voilà. Oui, et Montagnier, bien sûr, le disait. Mais enfin, on va pas faire le débat là, parce qu'après, vous savez, quand on commence à parler de trucs comme ça, vous ne respectez pas les règles de la communauté. Donc je rappelle encore une fois qu'il faut se vacciner, y compris dès 6 mois, parce que c'est bientôt autorisé par la FDA, qu'il faut mettre son masque matin, midi et soir et dormir avec si possible. On n'est jamais trop sûr. Et surtout qu'il faut bien obéir au gouvernement parce qu'il veut notre bien et notre santé, comme Olivier Véran d'ailleurs, qui, on a bien compris, à part emmerder les Français, n'avait d'autre plan que de faire que leur santé soit la meilleure possible, tout simplement. Donc voilà, nous ici, voilà, faites les 12 piqûres nécessaires et arrêtez de vous plaindre, bande de feignasses. Et j'en ai marre des... Alors attendez, putain, comment je peux virer les pubs? Ah non, il faut que je me mette là pour virer les pubs. Ah, je peux pas. Il m'empêche de suspendre les... J'en peux plus. Ah ouais, il y a eu les bébés secoués, les pubs McDo. Je suis désolé pour les pubs sur Twitch, mais il y a le replay sur YouTube, vous avez pas les mêmes pubs. Vous êtes plus de 1300 ce matin, merci beaucoup. Et 387 abonnés sur 400. On est loin du compte encore, mais on va le faire.
Allez, on continue. Désolé pour la pub, mais il faut bien vivre. Sinon, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et me dire aussi comment j'enlève les pubs davantage ici, parce qu'il n'y avait pas autant de pubs avant. Je pense que c'est la rançon du succès. Et sinon, vous abonnez, bien sûr, et ça évitera les pubs. Alors, peut-on sauver la paix ? La question, c'est veut-on faire la guerre ? Et la réponse, c'est les Américains, oui. Enfin, non. Ils veulent surtout vendre leur gaz liquéfié aux Allemands avec les Qataris. Mais bon, on peut s'arranger. Tout ça, c'est du business. On n'est pas obligé de tuer plein de gens avec des armes qui coûtent cher. C'est débile. Si on faisait autre chose. Voilà. Merci de rien. Et puis on va reparler des EHPAD. Korian est à son tour mis en cause dans la maltraitance. Et je voulais donc vous lire une petite missive que j'ai reçue pour me dire, voilà, j'ai eu un terme qui était choquant. Et c'était pour rire quand je parlais des couches pour les personnes âgées qui sont maltraitées dans les EHPAD. On ne dit pas couche, évidemment, on dit protection ou protection anatomique. C'était Nathalie qui m'a écrit, qui a été aide-soignante, qui a arrêté de faire ce métier qu'elle ne pouvait pas supporter dans les conditions qu'on lui demandait de faire. Enfin, en gros, elle devait devenir maltraitante pour continuer d'exercer. Donc, elle a pu ensuite travailler dans l'aide à l'enfance, voyant que là aussi, c'était la maltraitance. On me disait, et son mail est très juste en disant que un pays qui maltraite ses jeunes, ses vieux, enfin de manière systématique, c'est un pays qui va très mal. Et j'ai pas d'autres mots en fait. C'est vrai, c'est très mal. Et si j'ai employé couche, c'était pas pour être choquant, c'était pour rire de cette ignominie que sont le système des EHPAD lucratifs, parce que voilà, on prend le parti d'en rire. Alors je sais, on peut pas rire de tout avec tout le monde, c'est pas facile, voilà, mais bon, on essaye quand même. Et ce témoignage, voilà, d'une aide-soignante encore qui a été obligée d'arrêter et qui a vu en fait cette hiérarchie stupide, le management débile et inhumain. Le problème, c'est pas les soignants qui essayent de faire leur boulot, non, c'est le management. C'est les gens qui sont là pour dire il faut faire des process. C'est les cabinets, c'est McKinsey, c'est Bain, c'est tous ces mecs qui sont payés pour faire de l'inhumain, pour faire du robot, pour cracher du fric avec de la matière humaine. Il est là le problème. Et quand tu vois le problème EHPAD, bien sûr, c'est pas que Orpea, le groupe Korian, ça fait longtemps que moi aussi j'ai mis le doigt dessus. D'ailleurs, j'avais sorti une news qui les a un peu emmerdés parce que c'était passé un peu sous les radars. Le groupe Korian travaillait à organiser des bureaux de vote, peut-être, c'était un projet de travail au sein des EHPAD pour 2022, avec Gérald qui regardait si c'était faisable éventuellement. Bon, c'est un peu pris la main dans le sac en disant c'est un peu bizarre votre truc. Ils ont dit non mais c'est qu'un projet, c'est pas de la fake news. C'est une énarque, bien sûr, qui est à la tête du groupe Korian et qui se défend de faire de la merde comme Orpea. Mais quand t'es... Est-ce que à quel moment en fait tout doit être lucratif ? À quel moment tous les secteurs de la société doivent être des moyens de cracher du fric et de faire de la dette ? À aucun moment en vrai. On peut tout à fait changer, mais non, pas avec des Agnès Verdier, Manania et tout ça. On reparle des EHPAD tout à l'heure, puisque c'est aussi le dossier dans l'IB et aussi le dossier dans le Figaro. Donc vous voyez, il y a un gros dossier EHPAD qui va arriver. Voilà. Mais c'est assez terrible. La Macronie attend de nouveaux renforts socialistes. Déjà, ils ont tous les électeurs du PS de François Hollande, tout ça, quasiment, qui votent pas Hidalgo, du coup, parce que non, c'est nul. Donc, en gros, l'AREM, c'est les mecs du PS qui sont de droite. C'est Manuel Valls, en pire. Merci, au revoir. Et puis, cette petite nouvelle qui est tout petite, c'est en bref. Et pourtant, ça va changer la vie, enfin la mort de millions de poussins. Ça y est, c'est officiel depuis hier. Le broyage des poussins mâles, qui était pratiqué dans les élevages de poules pondeuses, est enfin interdit. Voilà, attention, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour arrêter de broyer vos poussins. Quand même, il faut mettre du temps pour changer les machines, tout ça, parce que maintenant, on peut déterminer le sexe des embryons dans l'œuf et éliminer les mâles avant, en fait, qu'ils deviennent un petit piou-piou. Donc voilà, donc on peut manger des œufs plutôt que de broyer des poussins. C'est plutôt pas mal, je trouve. Il faut savoir quand même que ça fait plusieurs années qu'on milite contre le broyage de poussins. Il y a encore un autre dossier qui était la castration à vif des porcelets, qui a un peu avancé. Enfin, la maltraitance animale qui va de pair avec la maltraitance humaine.
C'est quand même pour vous dire l'ampleur de la saloperie. 300 millions de poussins qui étaient tués chaque année dans l'Union européenne et 50 millions rien qu'en France. Voilà, 50 millions de poussins, à peine tu sors de l'œuf, oui, broyé. Vie de merde. Mais les mecs qui font ça, les éleveurs, à quel moment tu te dis je vais traiter un animal, enfin ouais, c'est de la matière en fait, c'est de la bouffe, ouais. Alors moi je suis pas particulièrement végétarien, mais par contre la maltraitance animale, ça me fait quelque chose. Et je pense que la viande industrielle, il n'y a rien de pire. Donc autant moins manger de viande, mais voilà, et puis autant manger le plus de légumes possible, en vrai. Mais voilà, ça c'est quand même un truc de dingue, le broyage des poussins, enfin, rentré dans la loi. Alors de là à ce qu'il soit appliqué, peut-être qu'ils vont revenir dessus en disant que c'est pas possible, vous comprenez, on va perdre des millions d'euros, mais autant continuer de broyer des poussins. Bon, voilà. C'est... Et puis l'équipe qui est allée à la rencontre de Peng Shuai. Vous savez, c'est cette tenniswoman chinoise qui avait témoigné d'attouchement sexuel, d'agression sexuelle de la part d'un des pontes du Parti communiste et du sport en Chine. Elle a été cancel, direct, disparue pendant des semaines. Son tweet initial avait été supprimé, puis elle était revenue sur ses aveux en disant « Mais non, j'ai jamais dit ça !» Et donc, j'ai fait un peu l'accent allemand pour faire l'accent chinois. Oui, bon. C'est lundi. Donc, cette rencontre avec Peng Shuai donne un peu un goût d'amertume, en fait. Donc, l'équipe a réussi à la rencontrer parce qu'elle a appelé le comité olympique chinois, en disant, vu qu'on est là, qu'on couvre au jeu de la neige carbonique artificielle et du Covid, est-ce qu'on pourrait rencontrer Peng Shuai ? Alors, il y a un responsable olympique qui est venu avec elle. Ils l'ont sortie de je sais pas où. Elle était dans une suite de l'hôtel où le comité olympique chinois a installé ses bureaux. Et puis, l'interview où elle dit, tout va bien, hein, je ne suis une petite chinoise lambda et ma vie est comme elle doit être, rien de spécial. C'est assez triste en disant qu'elle met fin à sa carrière parce qu'elle a 36 ans, qu'elle a des problèmes au genou et que voilà, c'est fini, le Covid a un peu brisé ses rêves. Pas que le Covid, je pense que le Parti communiste chinois aussi a un peu brisé ses rêves. Et donc tu sens qu'elle peut rien dire. Elle revient évidemment de nouveau sur ses déclarations en disant qu'elle ne veut plus en parler, que ça ne sert à rien de remuer cette histoire qui n'existe pas et que c'est une jeune chinoise, enfin jeune vieille tenniswoman chinoise qui n'a rien à dire, qui mène une vie tout à fait normale dans un pays tout à fait normal où tout va très bien. Et voilà. Donc c'est à lire dans l'équipe une interview un peu glaçante quand même de Peng Shuai qui ne peut plus sortir de Chine évidemment et ne peut plus dire ce qu'elle veut et voilà, c'est terrible. Donc si on pouvait éviter le crédit social à la chinoise, soit avec un convoi de camions, soit juste en brûlant nos passes sanitaires le plus rapidement possible, passes vaccinaux, nos passes Macron, passes Véran, je sais pas quoi, tant mieux, hein. Faisons comme ces nombreux peuples autour du monde qui disent « Je ne veux pas vivre dans ton World Economic Forum de merde comme un Chinois. » Voilà. Avoir une petite vie, rien de spécial. Voilà. Et ne pas avoir du droit de dire du mal des dirigeants mondiaux. Donc faisons-le. Et puis donc, un autre EHPAD est-il possible ? Dossier dans Libération sur les EHPAD. Encore une fois, vous allez voir, on va regarder un peu quels sont les systèmes de prise en charge. Pourquoi la maltraitance est devenue la norme ? Alors, pas partout, hein. Attention, encore une fois, c'est surtout le secteur lucratif qui est le pire. Regardez. Alors, attendez, c'est où ? Non, c'est pas là. C'est encore après. Les candidats aussi ont quelques mesures. Alors c'est surtout à gauche qu'on réfléchit au grand âge. Ça fait quand même 3 gouvernements successifs qui avaient des plans grand âge, qui n'ont rien fait. Donc c'est que des effets d'annonce. Là on a un scandale de plus, puisqu'en fait les ARS ont des témoignages depuis des années sur la maltraitance, sur les parents qui sont morts en EHPAD, etc. On fait semblant comme d'habitude. Et donc, quelques idées de candidats, je vous les lis comme ça au débot de thé. Vous avez par exemple
Anne Hidalgo qui veut donner une contenance à tout ça, qui mise sur la prévention de la dépendance et propose de consacrer 3 milliards au bien vieillir. Alors on vieillit rarement bien, hein, ça finit généralement dans un lit avec des tuyaux partout, voilà, mais on peut bien vieillir. Alors l'idée, c'est de vieillir le plus longtemps possible jusqu'à ce moment-là, mais quand même, elle ambitionne de créer 40 000 postes de soignants. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, lui, évoque un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et du médico-social, 6 à 8 milliards d'euros consacrés à l'embauche de 210 000 soignants. Et c'est vrai que hôpital, comme EHPAD, comme tous les métiers en fait, où on s'occupe de l'humain, aujourd'hui, ce qui manque, c'est des bras, des gens formés qui font ce travail-là et qui le font dans de bonnes conditions. Et vous pouvez retourner le problème dans toutes les angles. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre des gens pour s'occuper des gens. Alors, les Japonais travaillent sur des robots. Hein. L'idée, oui, vous savez, vous avez les petits phoques qui sont là dans les EHPAD où tu peux dire « Oh, Timmy, oh, c'est gentil d'être venu me voir. Tu me sers trop, mamie. » Ouais, bref. Mais c'est voilà, ce genre de robot conversationnel. Alors, c'est pas un robot, Timmy, hein, c'est un enfant de la mine. Mais il y a quelques idées comme ça. Vous avez ensuite... c'est des petits phoques, en fait, qui sont des robots empathiques. Donc, ils sourient, ils font des petites musiques et tout. C'est très particulier, c'est le Japon. Hein. Et donc, je lis les autres propositions. Vous avez Fabien Roussel qui, lui, propose d'investir 5 milliards pour le grand âge dès le début du quinquennat avec la création d'un service public dédié au grand âge, en augmentant de 30% les salaires du personnel, créant 400 000 postes d'aides-soignants et aides à domicile, atteindre le ratio de 10 soignants pour 10 résidents dans les EHPAD. 1 pour 1. On en est très loin. Hein. Pour Jadot, l'objectif, c'est d'arriver à 8 soignants pour 10 résidents. Donc, quand même, il a des plans. Et lui propose 8 à 9 milliards d'euros avec des maisons des aidants pour faciliter la vie des personnes âgées et de leurs proches. Ça, on voit, c'est les candidats de gauche, hein, y compris de la gauche social-démocrate, quand même, ont quelques idées sur le grand âge. Vous allez voir, à droite, ça patine. À droite, les intentions de Valérie Pécresse ne sont pas encore connues. Qu'est-ce qu'on fait, Valérie, pour on dépense des sous? On recrute des gens? La dette? L'autorité? Des prisons? Ah oui, on pourrait mettre les vieux en prison. Comme ça, ils auraient peut-être un maton pour un vieux. Mais qui est soignant quand même. Ouais. Non, donc on ne sait pas. Même si la candidate LR veut donner la priorité au maintien à domicile. Hein, maintien de l'ordre, maintien à domicile. On sent que c'est le... Voilà. Chez Éric Zemmour... Bah voyons... Hein, sa porte-parole évoque sommairement des contrôles des établissements par les préfets. Ouais, mais sinon, pour le recrutement, le soin, tout ça, Eric? Non? Tiens, pas un passe. Ok. Très bien. Pour Marine Le Pen, elle souhaite que chaque établissement soit doté d'un médecin coordinateur. Hein, et qu'une infirmière soit présente 24 heures sur 24, avec une revalorisation des salaires de 10% et un congé de proche aidant porté à 12 mois. Ça, c'est pas con, j'en parlais sur le modèle social qui fait que quand on a quelqu'un de dépendant, en fait, le modèle social actuel vous empêche de prendre soin de vos proches. D'où la mainmise des EHPAD sur l'extrême dépendance. Donc vous voyez bien qu'à droite, ça patine quand même sur le sujet. À gauche, ça phosphore avec l'idée quand même d'investir dans l'humain. Enfin, de dépenser de l'argent public pour traiter bien les gens. Hein, c'est plutôt pas mal. Même si ça coûte des sous, ça ne rapporte pas. Il faudra expliquer à Madame Enarque Corian et Monsieur Orpea, évadé fiscal à Monaco, que c'est fini, le bon temps, c'est fini. Mais voilà. Le passe vieux. Après, oui, vous aurez le droit ou pas en fonction de votre passe. Enfin, bon, bah... Alors, c'est pour rire. Un service public, bah oui, c'est quand même un truc... Chercher le veto, j'espère que tout va bien. Après, qu'est-ce qu'on a dans ce dossier PAP? Faut-il interdire les établissements à but lucratif? Oui! Bah oui, on va pas faire de la thune avec la souffrance. Hein, voilà, allez, on passe à autre chose. Et puis, la durée d'un séjour en EHPAD. Vous savez que si vous voulez vous débarrasser de vos parents âgés, le plus rapide, c'est de les mettre dans le privé à but lucratif. Hein. Ils y restent que 1 an et 4 mois si c'est un homme et 2 ans et 1 mois si c'est une femme. Alors qu'en public non hospitalière, c'est 3 ans et 1 mois et 2 ans et 4 mois. C'est quasiment le double d'espérance de vie.
puisque le séjour en EHPAD, à la fin, tu sors, tu vas pas au Club Med. Donc là, les chiffres sont sans équivoque. C'est quand même, en fonction des structures, le privé à but lucratif maltraite quand même beaucoup plus que le public. Voilà. Et on passe du simple au double quasiment en espérance de vie dans ces structures de la maltraitance, du soin, ça dépend, pardon, mais donc voilà, vous le savez maintenant, c'est quand même assez particulier. Le sujet est sur la table. Emmanuel Macron a lancé Brigitte Bourguignon pour dire « c'est super grave ce qui se passe, c'est dingue ». Le problème, c'est qu'on le sait depuis des années, les ARS le savent depuis des années. Dès 2019, vous aviez un ancien directeur d'EHPAD qui avait été lanceur d'alerte, qui en avait parlé. Vous aviez d'autres soignantes qui avaient tiré la sonnette d'alarme, députées insoumises et autres. Et pourtant, rien ne fait que ça a bougé. Maintenant, ça bouge un peu. Tu te demandes pourquoi ? Parce que c'est devenu un sujet, parce qu'il y a eu le bouquin Les Fossoyeurs, mais quand même, je pense qu'il n'y a pas eu de Grenelle de la vieillesse, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, le grand sommet du machin, du bidule. Ça reste un vrai sujet de fond. Et ça reste un vrai sujet maltraité, parce que c'est difficile pour les familles de faire ce choix-là, parce que c'est difficile pour ceux qui arrivent, les résidents, pour la première fois, parce que c'est difficile pour les soignants, et puis parce que ça suffit d'essayer de faire de l'argent. Vous savez, le principe de détourner de l'argent public, parce que le lucratif prend de l'argent public de la part de l'État, du département, et fait payer les familles une fortune pour refaire le hall d'entrée en disant « Regardez, c'est bien, il y a des géraniums, et puis regardez, c'est tout propre. » Alors que ce qu'il faut, c'est des soignants, en fait. C'est des protections en nombre suffisant, c'est une bouffe nourrissante, c'est le fait de s'occuper des gens qui sont là, parce que les témoignages sont glaçants à chaque fois, du fait de dire, mon père, ma mère étaient laissés en déshérence pendant des heures, et personne ne s'occupe d'eux, parce qu'il n'y a personne. Ça c'est beau, voilà, quand on peut rester chez soi, c'est beau, mais parfois c'est pas possible, malheureusement. Voilà, Caroline Fiat, merci, je cherchais le nom, qui avait fait un dossier dès 2018, François Ruffin qui en parlait aussi, mais vous voyez bien que c'est un sujet qui n'intéresse pas quand même la Startup Nation, pas trop, et les candidats du capital. Et puis donc ce week-end à Marseille, c'était le meeting de Fabien Roussel, le candidat de gauche préféré de la droite. Alors les macronistes sont en amour devant lui, les mecs de LR aussi, les socialistes un peu, ils se disent tiens, il est quand même génial ce Roussel, ce qu'il aime c'est le travail, la bidoche, le pinard, le saucisson, il est totalement raccord avec le printemps républicain sur la lutte contre, sur une certaine vision de la laïcité, et c'est vrai qu'il fait une super campagne. Personne ne connaissait Fabien Roussel il y a de ça un an, il est à plus de 4% et il ne fait que monter avec de l'adhésion. Le Parti communiste remonte la pente, c'est incroyable, on les croyait disparus, mais depuis qu'ils ont lâché l'idée d'une révolution socialiste, ils deviennent tout à fait fréquentables, voire peut-être même un parti de gouvernement, un nouveau parti socialiste, quasiment. C'est vous dire, sociodémocrate. Mais ça a commencé, on va dire, avec Robert qui a créé les progressistes, qui était déjà macroniste, Robert ancien secrétaire général du Parti communiste français. On peut dire qu'après Georges Marchais, le Parti communiste continue de défendre les classes, les travailleurs, mais d'une manière étonnante parfois, en disant, nous, il faut la retraite à 62 ans, mais il est marrant, Roussel, il a fait un bon mot, c'est la théorie du ruissellement, plutôt que le ruissellement, pour que les travailleurs gagnent davantage. Le candidat du pouvoir d'achat, c'est lui. Bref, ça fonctionne, sa campagne, c'est étonnant, parce que avant qu'il y ait une dynamique, c'était pas gagné, mais là on voit que le Parti communiste, poussé par une certaine frange macroniste, est en train de grappiller des voix pour dire et si c'était pas Taubira qui faisait perdre la gauche, mais si c'était Fabien Roussel qui fera gagner le Parti communiste. Parce que s'il fait les 5%, là, ils sont refaits, le Parti communiste. Et donc, on peut les applaudir. Mais il fait son boulot. Vous savez, le problème de cette présidentielle, c'est que vous avez à la fois les partis... C'est un jeu de partis, en fait. Le peuple est rarement dans le game. Vous avez déjà les signatures, le coup des 500 signatures, qui est un truc de grands électeurs, quasiment. Puis ensuite, c'est comment chaque parti va placer des députés, récupérer des circos, survivre, en fait. L'idée, c'est de continuer d'avoir de l'argent pour survivre.
Donc voilà, et puis après vous avez les votes de l'étranger, puis vous avez les médias d'oligarques que je lis tous les matins pour vous, qui disent « Mais Macron, pourquoi vous voulez changer de président? Vous avez le meilleur !» Oui, enfin bon, ouais, comment dire, non. Voilà, mais c'est Fabien Roussel, sacré Fabien. C'était à Marseille son meeting. Et puis, on est lundi, et pour vous, c'est un jour peut-être comme un autre, mais pour Claude Guéant, non. Parce que c'est aujourd'hui que le juge d'application des peines regarde si Claude pourrait sortir de prison. Parce que lui est à la santé depuis déjà quelques mois. Et un autre être, un être sort de prison, et un autre pourrait rentrer, c'est Patrick Balkany. Aujourd'hui, qui pourrait être incarcéré à la santé pour non-respect de son bracelet électronique. Puisqu'il faisait ce qu'il voulait avec, alors qu'en fait, il n'avait pas le droit, mais son portail est très loin de l'entrée de son château. Enfin, de son moulin, enfin sa résidence. Donc voilà, emmerdant quoi. Et donc voilà, tu dis que la France c'est un beau pays. On a en prison un ancien ministre de l'Intérieur, on a un ancien président de la République qui est accusé d'association de malfaiteurs, corruption en bande organisée, enfin de je ne sais pas combien de chefs d'inculpation, qui a été condamné également. Quelle la dignité. Alors, heureusement j'ai fait appel. Je fais appel à tout l'amour des Français, ça suffira bien. Enfin, madame, monsieur Pujadas. Bref, donc Guéant, qui n'a pas pipé mot, c'est-à-dire que lui, tiens, il a lâché personne, il n'a pas balancé, parce que l'idée de le mettre en prison, c'était qu'il craque. Il n'a pas craqué, ces mecs-là sont quand même assez forts, puisqu'il y a l'affaire libyenne qui est toujours en cours, il y a vraiment X affaires. Donc il va peut-être sortir pour bonne conduite aujourd'hui, tandis que monsieur Balkany va y rentrer. Voilà, attention, c'est le bison futé des prisons, entre les partants, les autistes, c'est un peu faut pas se rentrer dedans, les copains. Attention. Et puis un autre qui évite la prison et qui évite de rembourser, c'est Stéphane Richard. C'est dans l'IB. Vous savez, lui, il était patron d'Orange. Il quitte bientôt ses fonctions dans quelques semaines. Il était surtout directeur de cabinet de Christine, je suis sérieuse, Lagarde. Et à l'époque, ils avaient détourné de l'argent. Enfin, ils avaient fait en sorte que Bernard Tapie récupère un peu de thunes, 400 millions d'euros, comme ça, genre, ouais, c'est oui. Et on s'est rendu compte que non, c'était encore un gros pacte de corruption. Ah là 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 là. Ah là là, Christine, je croyais que tu étais sérieuse. Mais j'étais tout à fait sérieuse avec mon ami Stéphane Richard, énarque évidemment. Et donc lui, c'est cool, parce que la justice ne le mettra pas en tôle, et parce que la justice a décidé d'emblée qu'il ne serait pas condamné à rembourser. À titre collectif, en fait, il doit être plusieurs à rembourser les 400 millions d'euros qu'ils essaient de récupérer. Alors, ils récupèrent les propriétés de tapis, etc., l'État. Mais lui, tranquille, au calme, je suis posé. C'est quand même beau, la France. Moi, je trouve que c'est un beau pays. On est gouverné par des gens bien. Et puis des gens qui aiment pas l'argent, c'est ça qui est bien. Ce qu'ils aiment, c'est le soin. Ce qu'ils aiment, c'est la solidarité. C'est des valeurs d'humanisme, d'amour universel, de paradis fiscaux, tout ça. Et puis voilà, l'État impuissant face à la maltraitance, c'est ce que je vous disais. 3 gouvernements qui ont enterré leur loi sur le grand âge, faute de moyens ou d'ambition. Surtout d'ambition. Et puis les moyens, quand tu veux de l'argent, regarde, pour sauver les banques, on trouve des milliards en 2 jours. Bon, pour faire un plan grand âge, y a quelqu'un ? Ok, s'il y a quelqu'un, personne. Bon ben voilà, tant pis. On fait comme avant. Alors heureusement, on a des mecs comme Gabriel Attal qui dit voilà, moi ce qu'on voit, c'est qu'il y a une demande très forte de meilleures conditions au service de la qualité de vie des aînés. Il y a une demande très forte de meilleures conditions au service de la qualité de vie des aînés. Des meilleures conditions au service de la qualité de vie des aînés, c'est donc, il faut embaucher des gens. Il faut arrêter de faire du profit. C'est pas des services. Il faut passer des sévices au service, là, en l'occurrence. Il va falloir faire quelque chose. Donc Gabi, voilà, qui disait ça lors d'un déplacement dans un EHPAD en Indre-et-Loire. C'était le 4 février. Bravo, c'est pour cette prise de position forte. Et puis, cette news qui vous peut-être est passée inaperçue pour vous, mais quand même, Bernard Cazeneuve et Martine Aubry volent au secours d'Hidalgo.
je sais pas si c'est vraiment secours, quoi. Je sais pas si c'est le bon mot. Je sais pas non plus si ça va l'aider. Enfin, il se passe un truc au PS, tu sais pas, en fait, tu sais plus ce qui se passe, mais il se passe des trucs encore. Donc, entre les anciens frondeurs, que sont Christian Paul, qui est derrière toute la manœuvre Taubira, les mecs au PS qui se disent bon, vous restez, vous partez, vous faites quoi? François, tu veux faire un discours? Oui, François Hollande va venir soutenir la candidate Hidalgo dans les prochains jours. La campagne d'Hidalgo qui reste à 2%, les salles vides, le côté oui, mais moi, vous savez, je fais partie d'un grand courant européen où nous allons, avec les amis sociodémocrates, faire en sorte que la France soit un pays d'urgence sociale et écologique. Oui, Anne, mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est qu'il y a écrit Parti Socialiste derrière toi. Je ne vois pas le problème. Ah bah c'est bien tout le problème. Et voilà. C'est que si tu décrochais derrière le truc, tu te rappelais, je sais pas, En Marche par exemple, ou un autre truc, tu vois, bah ça marcherait mieux. Mais là, ça marche plus. Donc voilà, le grand retour de François Hollande, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Hein. J'ai décidé de... Mon ami Anne, qui est une candidate idéale pour la remontada. Bon, ça va être un truc de dingue. Et puis, le Figaro qui fait quand même une demi-page sur les truckers d'Ottawa. Nos amis, c'est la belle province qui nous montre la voie à suivre. Il suffit simplement d'être navré dans la rue avec des gros camions, être klaxonné sur les fenêtres du Premier ministre pour être sûr que celui-là, non seulement il se croche, mais qu'en plus, c'est bien emmerdé. Ce que aujourd'hui se passe au Canada, c'est qu'il ne sait plus quoi faire, si Justine. Trudeau, elle est incapable de répondre aux revendications de l'arrêt et qu'en règle générale, aujourd'hui, le mouvement continue de grandir. Alors, à Ottawa, ils sont là depuis 10 jours, ça fait du mal, ça fait du bruit. Si vous aidez les trackers, ce qui se passe, c'est que maintenant, la police peut vous juger comme un terroriste, parce que vous n'avez pas le droit de les aider, que le maire d'Ottawa veut instaurer l'état d'urgence, ne sait plus quoi faire pour virer les camions de la voirie, et que dorénavant, ça va être très compliqué. Ce qui se passe, c'est que non seulement que tout le monde qui regarde les tracasses du Canada, je faisais la même chose chez vous. Si des fois j'avais un convoi de tracasses qui venait d'André-Loire, je ne sais pas où, même de Corse, jusqu'à Paris devant les fenêtres de l'Élysée pour klaxonner à la fin. Qu'est-ce qu'ils feraient, les gars, hein, avec l'accent comme ça? Ouais, je traversais l'Atlantique. Je suis venu sans poste vaccinal, moi, monsieur, mais avec mon gros camion. Bon, ben, il se passerait un truc incroyable. Merci les Canadiens, on peut le faire. Alors évidemment, il y avait une cagnotte de 10 millions d'euros pour les truckers qui a été saisie par le gouvernement canadien parce qu'un tiers des donateurs étaient étrangers. Au Canada, donc source louche d'argent. On ne sait pas en fait qui est derrière ce mouvement des truckers, infiltré par l'extrême droite, nous dit-on, par des puissances étrangères. Bref, quoi? On s'attaque à un young leader aussi doué que Justin Trudeau. Mais enfin, comment c'est possible une chose pareille, alors qu'il était prêt à vacciner les enfants de 5 ans lui-même, déguisé en Batman? Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, vous n'avez aucun cœur, les Québécois. La bonne nouvelle de ça, c'est que Céline va mieux. Enfin, on ne sait pas plus, mais c'est pas CrossFit Jacob. C'est un problème de ventre, c'est qu'elle mange mal. Il faut qu'elle mange mieux. Ça va prendre du temps de remonter la pente pour Céline, mais globalement, ça va mieux. Mais c'est un truc de dingue. Donc là, ils ont droit à tout. Hein. Ouais, c'est des fascistes, c'est des antisémites, c'est des néo-nazis, c'est des machins. Non, c'est des gens qui n'en peuvent plus de vos politiques de merde, les young leaders, là. Donc vous allez arrêter. Hein. Alors ce qui est génial, c'est que Justin Trudeau continue de se cacher. Voilà, le COVID, pauvre gars. Je suis vacciné 3 fois, je n'attrape pas le COVID. C'est pas de chance. Mais grâce au vaccin, j'ai une forme légère. C'est une chance. Vaccinez-vous. Déguisé en Batman ou pas, tu sais. Il y en a qui se déguisent en femme aussi pour se vacciner. C'est bien, ça passe bien la piqûre. Mais bref. Allez, c'est incroyable. Bah ouais, non, mais voler la cagnotte. Donc, ils s'organisent pour trouver une autre plateforme pour la cagnotte, mais c'est vous dire le niveau, en fait. Alors là, Justin Trudeau est vraiment coincé. Donc, il a dû appeler Papy Schwab. Papy, qu'est-ce que je fais avec les gros camions qui sortent devant chez moi? Justin, ça n'était pas prévu, ça, du tout. Attends, j'appelle Emmanuel, peut-être il a une solution. Lui, tu sais, il épargne les chiens quand il l'embête. Allô, Emmanuel? Oui. Oh, papy, comment ça va? J'imagine le bordel. Et l'autre, non mais,
C'est Rumble, l'autre plateforme, voilà. En tout cas, quand tu regardes, c'est vrai que tout le monde le chope, hein, c'est même vacciné ou pas. Le côté de on va confiner les non-vaccinés. Mais c'est pas eux qui chopent le plus le truc. Non, mais c'est eux qui finissent le plus non, plus. Mais si, non, mais c'est pas. Allez. Moi, ce que je propose, c'est d'arrêter le délire Covid, hein, de passer à autre chose, parce que ça fait chier tout le monde. Donc, c'est gagnant-gagnant. Hein. On s'évite beaucoup de sang, beaucoup de pénibilité, en fait. Vous évitez un départ en hélicoptère, voilà, qui fait genre j'ai perdu. Une revanche sanglante et terrible. Bref, ça pourrait être assez sympa. Mais Convoi France va démarrer vers Bruxelles. Bon, il y a des convois un peu partout. Ce qu'il faudrait, c'est un gros convoi qui... Voilà, pourquoi pas, tu vois, ça marche. Avec un gros camion, tu peux en faire des choses avec un gros camion quand même. Et puis cette nouvelle qui devrait nous alarmer, mais en fait non. Parce que c'est les Jeux Olympiques, parce que c'est la guerre en Ukraine, peut-être, parce que c'est le Covid Omicron, c'est bientôt fini grâce à Macron, enfin bref. La crise de l'immobilier en Chine va plomber l'économie mondiale pour longtemps. C'est l'endroit où la chaîne de Ponzi explose. Hein. Vous savez, la chaîne de Ponzi, c'est le système financier où tu prends de l'argent aux uns pour donner aux autres. C'est-à-dire que plus tu es arrivé longtemps avant, plus ça marche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gens qui t'arnaquent. Vous avez un reportage en ce moment sur Netflix, un documentaire, L'arnaqueur de Tinder. C'est une chaîne de Ponzi qui faisait avec des meufs qui les escroquaient. La finance, c'est pareil. Hein, pour beaucoup, c'est des chaînes de Ponzi. Madoff était le plus célèbre. Mais en Chine, ce qui s'est passé avec Evergrande, qui était le promoteur immobilier, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils construisaient des logements alors qu'il n'y avait pas besoin. Et c'est une faillite cachée par le Parti communiste chinois. Alors, ils réinvestissent. Ils ont dit quand même aux créanciers étrangers, tant pis pour vous, vous récupérerez pas vos billes, désolé. Ah ouais, c'est comme ça, c'est la Chine. Hein. Ah ouais. Donc les mecs ont dit « Oh, chier !» Mais ça tangue un peu. Il faut savoir que la Chine est aussi propriétaire de beaucoup de dettes publiques internationales, ce qui fait que tout le monde ferme un peu sa gueule quand la Chine parle. Voilà. Mais la réalité du problème, c'est la flambée des prix de l'immobilier. Regardez, depuis 2020, on est passé en taux des prix immobiliers en bas 100, de 100 à plus de 160 en 20 ans. C'est une explosion record. Alors, il y a eu 2008 qui est passé par là pour calmer un peu les ardeurs. Mais vous voyez que c'est reparti très, très vite, la folie financière, avec des villes qui sont au bord du burn-out de l'explosion de la bulle immobilière, dont Paris fait partie. Et le plan, bien sûr, de Papy Schwab. Vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux. Avec une petite puce dans la tête. Pour regarder le métavers depuis votre petite cellule de vie indépendante. C'est beau ça. Qui a écrit ça? McKinsey. Ah, ils sont doués. Je les aime bien. Donc voilà. Paris baisse un peu. Non, ça reste quand même dans les villes les plus prêtes à exploser. Et en tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'on peut plus se loger tout simplement. Ça coûte une blinde. Donc... personne ne veut rien faire avec ce modèle-là, mais bon, pourquoi pas, on peut continuer. Et puis, pendant que tout le monde s'affole, les masques à l'école, tout ça, il y en a qui ne perdent pas le nord. C'est les mecs de la CPME, hein, le petit syndicat patronal, c'est une organisation patronale, qui propose une refonte du système de retraite avec un fonds de pension à la française pour tous. Pourquoi gêner? Une petite capitalisation? Oui, ça coûte trop cher, là, votre truc, où c'est encore l'État qui gère le machin. C'est nul. Nous, ce qu'on propose, c'est que chacun paye en fonction de ce qu'il peut. Ah oui. Comme ça, on fait la réforme des retraites et personne n'y voit rien. Ah, mais c'est malin, ça. Bah oui. C'est plutôt que de dire, on va réunir les partenaires sociaux, Non, on fait une bonne grosse bulle financière pour être sûr d'être bien dans la merde quand ça va péter. C'est Sarkozy qui voulait le premier mettre en place ce système-là. Il avait un plan, hein, c'est chaque Français pouvait être propriétaire et avoir la retraite par capitalisation. Et puis la crise de 2008 est arrivée. Et la France, heureusement, n'était pas dans la... Enfin, on a un peu morflé, mais rien comparé aux États-Unis. Quand la crise financière arrive, c'est des familles qui se retrouvent dans la rue. C'est des gens qui n'ont plus de retraite parce que tout a volé en éclats, parce que c'est un système de mensonges, de vol organisé. Donc là, on veut remettre ça sur le tapis. Donc c'est une bonne idée. Voilà. Donc non. Donc attention, pendant qu'on s'occupe de petits soucis, il y a les vrais qui savent et eux, ils savent où ils vont. Hein. Toujours dans la même direction. Droit dans le mur, sans la ceinture.
Et puis oui, vous me dites que l'Europe propose de renouveler le pass vaccinal. Absolument, absolument. La Commission, celui-là, elle dit c'est bien garder pass vaccinal jusqu'en 2023. Pourquoi pas? Alors que bon, l'idée c'est le brûler le plus vite possible. Mais plus les gens vont s'habituer à cette horreur du QR code dans le quotidien, au fait de dire le pass permet de rendre la liberté de circulation. Non, c'est faux. Il empêche davantage la liberté de circulation. Plus tu t'habitues à cette merde, plus tu te dis bah, c'est la vie, c'est normal. Mais non. Non. On va tout de suite arrêter ces conneries. Hein, alors non, Ursula, elle veut aller vraiment jusqu'en 2023 parce que ce serait dommage de ne pas avoir la chance de désactiver les passes vaccinaux si vous ne faites pas les 3 doses Omicron qui vont arriver. On ne sait jamais. Hein. Bon, bref. Après, tout ça vous regarde. Mais oui, c'est Ursula. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mes SMS von der Leyen. Mais en tout cas, c'est assez grave ce qui se passe. Et là, pareil. T'as Attal qui dit dans les mois qui viennent, peut-être avant l'été, on va lever le pass vaccinal. Bah oui, mais en fait, pourquoi l'Europe jusqu'à 2023 en fait? Les gars, on voit bien que vous jouez en équipe hein, avec Papy, mais ça suffit. Hein, on va vous mettre une raclée puis on va passer à autre chose. Non, parce que c'est insupportable en fait. Faut arrêter ce monde de merde. Et puis dans la catégorie, on vous prend bien pour des cons, nucléaire, Macron rapatrie la turbine Arabelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut savoir que Macron est responsable du pacte de corruption de la vente d'Alstom à GE, entreprise américaine, où le mari d'ailleurs de Valérie Pécresse était au cadre, et il est resté d'ailleurs après le plan social, c'est le seul qui est resté à GE. Valérie d'ailleurs, entre-temps, a essayé de cacher les actions de GE qu'ils avaient pour dire « Mais non, on n'a pas profité du truc, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis la candidate du pouvoir, du rassemblement, de l'ordre et l'autorité. » T'es un peu la candidate du pognon aussi? Pas du tout. Pas du tout. Nous, on a des enfants à charge. Ouais, bah, ils ont tous quasiment 20 ans, voire plus. Hein. Ils sont déjà tous tout riches parce que vous avez fait plein d'actions. Vous êtes millionnaires et personne n'en parle. Et généralement, ils disent « Mélenchon, le candidat, il est millionnaire parce qu'il a un appart qui vaut 1 million à Paris. » Mais là, les vrais millionnaires, personne n'en parle jamais. Macron, qui a planqué sa thune, il a cramé plus d'1 SMIC par jour, Macron, pendant 3 ans, en disant oh, « Je sais pas, ouais, j'avais des frais de bouche. » Mais non, c'était nous qui te payons les frais de bouche. 120 000 balles à Bercy, avec Jean-Brigitte, à recevoir les gens le soir, tranquille, pour faire ta campagne avant ta campagne. Foutage de gueule. Et donc là, les Pécresse ont profité de cette vente d'Alstom. Macron aussi, clairement, il faut lire... Bruno Marlex là-dessus, qui est député, qui a écrit sur cette histoire Alstom. Puis vous avez des témoignages aussi que vous pouvez retrouver d'anciens cadres d'Alstom qui montrent comment l'entreprise a été sciemment vendue à des intérêts américains, alors que c'est une entreprise stratégique. Et là, enfin, EDF peut racheter les turbines dans le nucléaire. C'est une filiale essentielle dans la chaîne nucléaire française. Et Macron va se poser en sauveur en disant c'est la souveraineté. On a racheté les turbines grâce à mon action phénoménale. Et viens là, toi. Fais pas le malin, toi. La choupette, là, viens là. Comment il s'appelle, lui? Macron? Ouais, viens là, la choupette, là. Viens. C'est toi qui as vendu le truc aux Américains? Pas du tout. Vous êtes politisé, vous? Non. Je remets juste là où on est. Hein, donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer là. Et tu t'en vas. Donc voilà. Alors, on peut s'en réjouir. Mais il suffisait de ne pas vendre Alstom à GE, en fait. Chose facile, me direz-vous. Mais pas quand t'as Macron qui est à Bercy, en fait. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc là, tu vas avoir une opération de com. Il va aller à Belfort, dire c'est super, là, et tout. Tu fais putain, c'est insupportable. Et puis, malgré le rebond de 7% du PIB, la perte de richesse collective a atteint 222 milliards d'euros au total sur 2020 et 2021. Bruno le rebond. Donc Bruno le rebond, lui, essaye de voir le bon côté des choses. Il est là pour que vous ayez la banane. Hein, et allez, c'est super. D'ailleurs, Bruno, lui aussi, hein, dans son bouquin, Susboule. Parce que lui aussi, il essaye de se placer bien comme il faut. Mais Bruno le rebond, voilà, il a beau dire que tout va bien, qu'on a fait 7% de croissance, c'est toujours moins que 8% qu'on a perdu, donc on est à moins 1% dans les chiffres, et puis on a perdu collectivement 222 milliards d'euros, et tout le monde voit bien qu'en termes de pouvoir d'achat, on n'y est pas. On n'y est vraiment pas.
Donc, c'est compliqué de continuer dans des conditions pareilles, de faire croire que tout va bien. Mais ils y arrivent. Hein. Ils arrivent quand même à essayer de faire passer le fait que tout va bien. Et c'est vrai, tout va plutôt bien. On a bientôt vaincu le Covid grâce au président, le meilleur président que la France ait jamais connu. On a un chômage au même niveau qu'en 2012 avec François Hollande. C'est génial. On a racheté ce qu'on avait vendu aux Américains. C'est super. Non, mais on fait pas du tout du surplace. Hein. Non. C'est pas du tout. Non. Voilà. Et puis, dernière nouvelle qui n'était pas dans la presse, pas trop, mais qui était passée, qui était drôle, que j'ai vu passer ce week-end, c'est, vous savez, Jeff Bezos, qui est patron de Twitch, d'Amazon, qui est très riche, hein, centimilliardaire, qui envoie des fusées en forme de bite dans l'espace. Lui, il s'est fait un gros yacht, un gros bateau. Il s'est fait un gros bateau, mais avec des mâts de 40 mètres, qui doit donc sortir du port de Rotterdam. Et pour ça, il faut démonter un vieux pont qui s'appelle de Hof, pour le remonter après. Sachant que ce serait prix, il paye tout. Hein. Il dit, de toute façon, c'est le prix du bateau, c'est le prix du pont, c'est le prix. Allez, c'est cadeau. De toute façon, c'est pas moi qui paye. Résultat des courses, les habitants de Rotterdam ont organisé un événement pour balancer des œufs pourris sur le bateau quand il va passer. Si jamais il passe, parce qu'aujourd'hui, apparemment, la ville de Rotterdam n'a toujours pas donné son accord au démantèlement du pont, qui serait démonté, remonté. Hein. C'est un pont avec des boulons. Alors, vous avez encore des gens qui disent « Et alors, qu'est-ce que t'as, espèce de rageux Jeff Bezos, il a le droit de se faire plaisir, et puis il crée des emplois, et puis c'est lui qui paye de toute façon pour monter et démonter le pont. » Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il fait ce qu'il veut. C'est bien ça le problème. Il fait ce qu'il veut. Et à un moment, tant que ces gens-là, tu les emmerdes pas, eux, ils t'emmerdent. Beaucoup. Toujours plus loin. Mais en créant des emplois. C'est ça qui est bien. Ils sont super gentils. En tout cas, nous, au monde moderne, on ne crée pas trop d'emplois. Pas encore. Parce qu'on n'a pas suffisamment, bien sûr, d'argent pour ça. Mais merci de nous aider sur Patreon, ailleurs, sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, ça ne coûte rien. Et c'est important, la visibilité. Vous savez que c'est la meilleure revue de presse, quasiment, de Twitch. Vous êtes la meilleure commu ici. De YouTube aussi, on est pas mal sur YouTube. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne aussi, de commenter, ça fait des vues. L'idée, bien sûr, c'est d'être toujours plus nombreux tous les matins pour commenter l'actualité en direct. Oui, si, on commente quasiment l'actualité en direct. Continuons avant la fin du monde, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer tout ça. Hein. Parce que entre les JO de Pékin, l'Ukraine, le prochain virus hémorragique, on ne sait pas. N'oublions pas la menace nucléaire. On l'a vachement oublié ces derniers temps, mais la Corée du Nord, t'as Kim Jong, il est au taquet. Il continue lui aussi d'envoyer des missiles. Regardez, on fait des tests de missiles nucléaires. Mais Kim, pourquoi tu ne travailles pas sur des virus augmentés ? Ça a moins de gueule. Moi, je sais pas, je suis moins satisfait. Tu vois, je préfère envoyer une grosse fusée dans le ciel qui explose que ton truc là de bidouiller des microbes. Et puis le peuple, je préfère encore les grosses fusées. Donc ne minimisons pas la menace nucléaire. Ce serait dommage de s'en passer. C'est quand même un truc qui a fait vivre dans la peur le monde pendant des années. Maintenant on a trouvé le Covid pour vivre dans la peur, mais c'est quand même pas super. Allez, bisous à tous ceux qui ne construisent pas de grosses fusées, de gros missiles dans leur jardin. Ah oui, puis les météorites don't look up, évidemment. Et le réchauffement climatique. J'ai oublié le réchauffement climatique. Non, mais ça va aller. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux. C'était la revue de presse du monde moderne. C'est tous les matins, ou presque, à 9h, ou presque. Et je vous souhaite un excellent lundi, une belle semaine. À demain, faites attention à vous. Ciao.